on m'a demandé d'intervenir sur un thème qui n'est pas sans lien avec celui-là, le travail. Et après avoir pas mal travaillé le droit du travail comme universitaire, praticien universitaire, j'en suis venu à me poser la question du travail dans le fond, de quoi parle-t-on, quel est son statut, quelle est l'évolution qu'il a connue au cours des derniers temps. D'où le titre de cette causerie, le travail, ombre et lumière, parce que nous sommes en effet dans une période qui est marquée par un fort contraste entre d'un côté des ombres assez épaisses concernant la pénibilité, les dégâts du progrès, comme on disait autrefois, la dégradation donc du travail. Alors attendez, mais il faudrait que là je puisse... D'accord, je ferai après. Et d'autre part, et c'est ça qui m'a frappé, qui a fait l'objet de mon dernier petit ouvrage, un mouvement très net de redécouverte du travail, de réhabilitation, en somme, de la valeur travail. Et c'est ce sur quoi je voudrais un tant soit peu insister. Alors, pour répondre à la question du statut du travail aujourd'hui dans notre société, je voudrais faire un tout petit retour en arrière jusque dans l'après-guerre, jusque dans les années 50. Et dans cette période, on pense venue l'heure de la civilisation du travail, comme dit l'économiste Henri Bartoli. C'est une expression qui décrit très bien l'état d'esprit dominant. Et dans la même période, on voit un dominicain qui s'appelle Marie-Dominique Chenu, le père Chenu, écrire un article dans la revue Esprit 52, voyez-vous, janvier 52, on voit, vous ne le voyez pas, mais c'est le premier article pour une théologie du travail. C'est dire si à l'époque, la question qui est posée, c'est celle de l'humanisation, de la réhumanisation du travail, essentiellement contre le mouvement taylorien. C'est ça le cœur, en somme, du débat. Et deux convictions portent ce discours. D'abord, la conviction que l'homme peut prétendre au bonheur dans le travail, à la joie dans le travail, comme avait dit Henri Demand dans les années 30, par accomplissement, je cite, par accomplissement de sa personnalité, là je cite le père Chenu, et deuxième conviction, il y déploie dans ce travail un fort potentiel de socialisation, car, dit-il encore, le travail est principe de communauté humaine, comme expansion de l'homme, et là derrière nous avons tout le discours qui nous vient de loin, mais enfin certainement du 19e en tout cas, à la fois de Hegel et de Marx, le travail est un facteur, est un langage finalement, c'est un facteur effectivement de constitution d'une sociabilité forte. Donc on veut croire à l'époque dans un véritable humanisme du travail, à une humanisation de la civilisation technique, et à l'époque, il est très frappant d'observer que certains commencent déjà à s'inquiéter des excès de cet optimisme, en somme, et de cet enthousiasme. Et je pense à deux auteurs qui me tiennent particulièrement à cœur, Emmanuel Mounier, le fondateur de cette revue Esprit, et son ami, le philosophe Paul Ricoeur, qui attire plus précisément l'attention sur le risque de pan-travaillisme. N'allons pas trop loin, le travail, disent-ils en substance, est important, mais le travail n'est pas tout dans l'existence. Donc, remettons-le à sa juste place. 4 ans plus tard, 1990, année 90, eh bien, complet changement de décor, avec toute une série d'ouvrages qui sortent à ce moment-là et qui sont, le mouvement étant initié par André Gorz avec cet ouvrage-ci, décidément, j'ai beau... Oui, voilà. Métamorphose du travail, quête du sens. C'est un bouquin qui a marqué, qui est paru en 88 et qui sera suivi de 3 autres ouvrages de Dominique Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition. C'est tout un programme. De Jérémy Rifkin, La fin du travail, avec une préface de Michel Rocard, et plus explicite encore, ce livre de Guy Asnard, Le travail, c'est fini,
Mais il faut lire aussi la parenthèse à plein temps, toute la vie pour tout le monde, et c'est une bonne nouvelle. Donc on est à l'époque dans cette espèce de conviction que le travail est en train de régresser. C'est un mouvement de reflux qui affecte la société dans son ensemble, et on va vers une société, la société du temps libre, du temps libéré, etc. Certains vont même jusqu'à dire, c'est le titre d'un ouvrage sympathique paru dans les années, fin des années 70, alors donc même avant cette période, sous la signature de Ladret, peu importe, travailler 2 heures par jour. Voyez, donc pour vous dire l'atmosphère qui règne, je ne dis pas qu'elle domine, mais en tout cas qui se place au cœur du débat sur le travail. Eh bien, 20 ans plus tard, 2010, les années 2010, nous en sommes complètement revenus. Le travail est toujours là. Il résiste même plus que par le passé, et il est passé, pourrait-on dire, véritablement au cœur du débat, au cœur de la réflexion, pour des raisons très diverses que je vais évoquer tout à l'heure. Mais ce qui ressort de cette rapide rétrospective, c'est que le travail se prête aujourd'hui plus que jamais à une approche, pourrait-on dire, à la Rembrandt. En effet, un côté très positif, la lumière, effectivement, on verra ce qu'il y a dessous, mais aussi sa part d'ombre, et une part d'ombre qui est sans doute moins bien supportée que par le passé. Alors que, objectivement, je veux dire, sur le plan de la charge physique, indubitablement, le travail a connu une amélioration très remarquable. J'ai écrit une histoire du droit du travail, et donc je me suis intéressé de très près à l'histoire du travail elle-même, et quand on fait cette comparaison, cette plongée dans le temps, on se dit, mais aujourd'hui, enfin, c'est un pays de cocagne dans lequel nous sommes placés, c'est l'utopie réalisée, etc. Et pourtant, c'est pour beaucoup de salariés une situation interprétée et vécue comme un malheur. Alors je vais commencer, si vous voulez bien, par la part d'ombre. La part d'ombre, et ce sera la première partie de cette causerie. Et cette part d'ombre, je la place sous le signe d'une double mutation. Double mutation. D'abord une mutation anthropologique et ensuite une mutation socio-économique. Mutation anthropologique, je veux dire par là que dans la période, disons, des années 70-2000, eh bien, on assiste à l'émergence d'une nouvelle représentation du travailleur. Le travailleur, jusqu'alors, pour l'essentiel, c'était essentiellement un corps à protéger, un corps machine, comme on disait à l'époque. Et tout le droit du travail est conçu comme un droit de la protection des corps, ce qu'il est d'ailleurs depuis le début. Qu'a-t-on protégé quand on a la loi du 22 mars 1848, la loi fondatrice du droit du travail moderne, pourrait-on dire, relative au travail, la durée de travail des enfants? On protège le corps de l'enfant. Le corps de l'enfant, c'est-à-dire le corps du futur adulte travailleur, et aussi, au moins autant, le corps du futur soldat. Il faut pourvoir à la reproduction de la force de travail, comme dit Marx, et de la force de combat. Donc, au cœur de la problématique se situe le corps. Et cela va durer jusque dans les années 70, pratiquement, en tout cas dans le discours du droit du travail, qui est imprégné de cette représentation. Et puis, va intervenir ce grand changement dont on ne mesure pas bien la portée, je crois, c'est le changement introduit par ce mot tout simple, tout bête, qui paraît si évident aujourd'hui, de santé au travail. Expression santé au travail. Et c'est l'objet de la grande directive cadre de 1989, très largement imputable à Martine Aubry, d'ailleurs, directive européenne. Et cette directive porte reconnaissance du droit à la santé au travail. Droit à la santé au travail. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change ceci, que le droit du travail n'est plus pensé uniquement en termes d'hygiène du corps, de sécurité du corps, mais de santé générale, c'est-à-dire par prise en compte
de la dimension non seulement physique de l'activité, mais de plus en plus de sa dimension psychomorale. Et c'est d'ailleurs, ceci coïncide assez largement avec le tsunami d'affection, de tonalité des troubles psychomoraux. Etc., psychomentaux, enfin bien bref. Ouais. Et donc, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de voir que le travailleur, le salarié, est enfin pris en compte, pourrait-on dire, dans son intégrité, dans son intégralité. Et cela va assez loin, puisque on lui demande de veiller à sa propre sécurité, ce qui signe un acte de responsabilité, alors qu'auparavant il s'agissait de le protéger absolument, fût-ce contre lui-même. Je pense encore à la conception de ces machines qui étaient telles que même si un salarié voulait se tuer, il ne pouvait pas le faire. Je pense en particulier à un hachoir, des gros hachoirs qu'on trouvait j'étais dans le sud Finistère, à Quimper. Et là, tout avait été conçu pour éviter, ce qui n'a pas empêché un jour un salarié de s'y jeter. Et donc, l'idée de responsabilité, c'est donc l'idée d'un salarié acteur de sa propre sécurité, de sa propre santé. Bon, ça c'est un point important. Et l'autre aspect, c'est la montée très puissante de la notion de charge de travail, qui est largement imputable à quelqu'un qui va contribuer à la diffuser, à la populariser. Je veux parler de Christophe Dejour. Et justement, ce qui est très frappant à l'époque, avec le recul, c'est la formidable résistance que vont opposer à cette nouvelle représentation du travailleur, non seulement les employeurs qui disent « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de morale dans l'entreprise, le moral des salariés, il tient un peu à l'entreprise, mais il tient surtout à leur vie personnelle. C'est là qu'on se constitue, qu'on se reconstitue, c'est le déterminant de l'existence. Le reste n'est pas anecdotique, mais est secondaire. » Et donc ils sont très réservés, en particulier quand sort une grande enquête dans les années 80, la première enquête Sumer, etc., là, ils sont très remontés et considèrent que les médecins du travail, à la base de cette enquête, ont vraiment de beaucoup exagéré. Et puis, alors ça, je dirais que c'est à peu près normal. C'est normal que les chefs d'entreprise essaient de relativiser la portée de cette innovation. Mais le plus étonnant, c'est les services du travail qui vont résister. Et une petite anecdote, un souvenir. À l'époque, j'étais très intrigué, comme mes collègues, par cette évolution, charge mentale de travail, qu'est-ce qui se passe là-dessous? Et j'avais proposé d'organiser une journée dans le Sud Finistère, à Loctudy, avec Christophe Dejour, précisément, avec François Ewald, et puis un autre qui avait écrit un bouquin, « L'accident du travail existe-t-il ?» aux éditions Esprit, Le Seuil, Juffet, Michel Juffet, peu importe. Donc, j'ai l'accord, on organise la journée et on était un peu plus nombreux qu'aujourd'hui, 80-90 personnes. Eh bien, dans les jours qui suivent, mon directeur régional du travail, sous l'autorité duquel je suis placé, m'appelle et me dit « Écoutez, Le Goff, ça va pas tout ça, ces réunions, là, ça rime à quoi ? Ça rime à quoi? Il vaut mieux faire votre boulot, vous comprenez, que de pérorer comme ça sur des sujets. » Alors je suis assez étonné, mais pas trop quand même. Et je lui explique tout simplement qu'il y a là matière quand même à réflexion et que c'est probablement l'avenir du droit du travail. C'est l'avenir de toute la réglementation sur le travail, en quoi je ne me trompais pas beaucoup. Mais lui ne pouvait pas imaginer que l'on introduise en particulier cette idée d'un salarié responsable de son sort, responsable de son destin. Et m'a-t-il dit très clairement, avec un discours comme celui-là, eh bien bientôt, on tiendra les salariés pour responsables des accidents et des maladies professionnelles dont ils sont l'objet. Voyez. Donc il y a eu un très fort mouvement. Tout ça pour dire que l'important ici, c'est le changement de représentation avec un fort impact sur le droit du travail. La seconde mutation est socio-économique. Et là, je vais très vite.
elle tient, à mon sens, outre le contexte économique, bien entendu, qu'on connaît bien, le capitalisme actionnarial, etc., qui met une pression extrêmement forte, y compris sur les entreprises où il n'y a pas d'actionnaires d'ailleurs, mais enfin c'est une nouvelle culture qui se dessine. Elle tient cette mutation à trois facteurs principaux, qui sont les suivants. Une nouvelle temporalité, un nouveau style de relation de travail et l'autonomisation du travail. Une nouvelle temporalité, cette temporalité se caractérise par une durée du travail de plus en plus dense et par un rythme de travail de plus en plus soutenu. D'abord, un temps plus dense, c'est-à-dire un temps qui, sous l'effet des nouvelles contraintes de productivité liées à l'état du marché, etc., au passage aux 35 heures, il faut bien le dire, les 35 heures, effectivement, je reconnais aujourd'hui qu'elles ont introduit du trouble et du dommage aussi, en même temps que des aspects positifs, mais du dommage dans la vie non seulement des entreprises, mais dans la vie des salariés eux-mêmes. Les problèmes psychologiques, psycho, etc., sont assez largement liés à cette réforme. Donc, dans cette période, le temps devient plus dense et à la faveur des 35 heures, on l'a vu très nettement, tout s'est concentré sur le travail effectif. Naturellement, il fallait maintenir une productivité normale, un coût horaire normal, et par conséquent, on a supprimé tous les temps morts. D'où un temps de travail d'une densité, pourrait-on dire, presque atomique, en somme. Chasse aux interstices, aux aménagements tacites, etc., etc. Bref, comme le note à l'époque un sociologue du travail, Jean-Pierre Durand, dans un atelier de montage, les ouvriers peuvent en 1 minute faire jusqu'à 15 opérations mesurées en centièmes de seconde. Le temps utile, c'est-à-dire le temps productif, peut dépasser 85% sur certaines chaînes. Donc ça, on atteint une sorte de summum, effectivement, de pression objective. Et puis, le second phénomène, c'est un tempo plus rapide, c'est-à-dire un phénomène d'accélération du travail, densification d'un côté, accélération de l'autre, et ceci est lié à plusieurs facteurs, et l'un des facteurs étant probablement, surtout dans une société où les services représentent aujourd'hui 70% des emplois, la pression de plus en plus forte de la demande, c'est-à-dire de la clientèle, à des titres plus ou moins directs. L'un des facteurs aussi qui est à prendre en compte ici, c'est Internet. Internet, pas en tant que technologie spécifique, mais Internet en tant que culture. Internet a imposé, quand je dis Internet, c'est l'informatique, bien entendu, l'informatique a imposé un rythme nouveau, un tempo nouveau. Quand on sait que l'unité élémentaire de temps aujourd'hui en matière informatique, c'est là, à votre avis, on disait autrefois la picoseconde, etc., mais c'est une unité absolument grossière et dépassée depuis longtemps. On en est aujourd'hui, d'ailleurs on en invente pratiquement tous les 2 mois ou 3 mois, on en est à la femtoseconde, 10 puissance moins 15, et même on est arrivé à la zetoseconde, 10 puissance, ou la iotoseconde, aux alentours de 10 puissance moins 20, c'est-à-dire des millionièmes de milliardièmes de seconde. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change, à mon sens, que le temps vécu, la base, la trame du temps vécu, aujourd'hui, est naturellement accélérée. Accélérée, il faut toujours faire plus vite. Plus vite, conformément à ce qui est autorisé par la machine, mais conformément à l'imaginaire, en somme, qui est intégré. Il suffit de voir notre comportement devant une machine. Si elle ne répond pas à la seconde près, et encore la seconde, qu'est-ce que c'est grossier en une seconde, vous vous rendez compte, des milliards et des milliards de zetosecondes, si elle ne répond pas, on s'énerve, on s'impatiente, et l'impatience est, je crois, l'un des traits dominants de notre temps. S'ajoutent à ça des stratégies de qualité qui impliquent une attention beaucoup plus soutenue que par le passé et une dépendance croissante
à l'égard des collègues collègues de travail. On pourrait dire que aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur et le contrôle horizontal, en somme, par le réseau auquel on appartient, est beaucoup plus insupportable que le contrôle antérieur par l'agent d'autorité, le contremaître, la contremaîtresse. Ça me rappelle Auberture, dans l'atelier où j'étais. J'ai fait donc un stage ouvrier pendant un mois. J'étais dans l'atelier des almanachs. La plupart des almanachs étaient fabriqués chez Auberture. Et il y avait une contremaîtresse opulente, gironde, avec une blouse blanche, évidemment, et qui faisait régner l'ordre. Là, c'était l'incarnation même de l'autorité. Aujourd'hui, l'autorité, elle est largement diffusée, et en particulier à la faveur de l'autonomisation du travail sur laquelle je vais revenir. Bien. Alors, il se peut que certains salariés soient, on le constate, addictifs à ce type de travail rapide, accéléré. C'est un dopant. C'est peut-être même une sorte de drogue pour certains. Mais le mouvement comporte des conséquences extrêmement fâcheuses que vous connaissez mieux que moi, vous les médecins du travail. D'abord, bien sûr, l'augmentation de la tension psychomentale et psychomorale. Je lisais il y a quelques mois un témoignage à propos de Pôle emploi, un agent témoignant que les ambiances sont tellement tendues avec l'augmentation de la charge de travail que des agents pleurent sur les sites. Donc, même là, dans un lieu qui, a priori, qu'on pourrait penser un peu préservé quand même, puisqu'on est dans le domaine, dans la fonction publique élargie, dans le style fonction publique en tout cas, eh bien, des problèmes se posent avec acuité. Deuxième raison, la montée du sentiment de mal faire son travail. Ça, c'est très frappant aujourd'hui, un sentiment qui prédispose à la dépression comme pathologie de l'insuffisance. Et j'emprunte cette expression à quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Ehrenberg, Alain Ehrenberg, le sociologue, dans un ouvrage significativement intitulé « La fatigue d'être soi », où il explique finalement que l'autonomie aujourd'hui conquise est extrêmement fatigante et déstabilisante pour les individus, parce qu'il faut en permanence reconstruire en somme des règles de vie, reconstruire des cadres de vie qui sont devenus flottants. Nous sommes dans la société liquide, pour reprendre l'expression de Zygmunt Bauman. Voilà, donc d'où l'importance, la montée en puissance qu'on a constatée depuis 20 ans de la thématique de reconnaissance dans le travail. Être reconnu dans son travail passe par la conscience d'accomplir un travail dans lequel soi-même on puisse se reconnaître, en somme. L'estime, la reconnaissance est conditionnée, en somme, par l'estime de soi. Eh bien, selon une statistique qui date de 2 ans, mais qui reste, je pense, pertinente, seuls 21% des salariés estiment leur mérite justement reconnu. Alors vous direz, s'il y a des chefs d'entreprise parmi vous qui exagèrent peut-être, je suis tout prêt à croire, mais on n'est pas loin du compte, me semble-t-il. Et ceci, troisième raison, est aggravé par le phénomène bien connu aujourd'hui des injonctions paradoxales qui désignent cette pratique consistant à leur demander une chose et son contraire. Alors, ça donne, pour les caissières, par exemple, on leur demande sourire, amabilité, présente, disponibilité, ça, bref, toutes les qualités commerciales. Et en même temps, attention, pas plus de 3 secondes par objet, pas plus de 3 minutes par client. Faites avec. Donc, une espèce de situation de contradiction qui génère et qui peut générer des troubles. Idem au Pôle emploi, toujours, où il y a 2 ans, 3 salariés ont tenté de se suicider. Et l'une des raisons explicatives, c'était qu'on leur demandait de soigner l'entretien individuel, de bien accueillir les demandeurs d'emploi,
mais en même temps, ne pas dépasser plus de 20 minutes par usager. Pas plus de 20 minutes. Il dit, mais on fait comment? Parce que quand des gens commencent à raconter leur histoire, etc., on est bien obligé. Oui, bon. Et le pire, enfin le cas le plus emblématique, à mon sens, ce fut la directrice de la PJJ de Paris, la protection judiciaire de la jeunesse, qui s'est defenestrée, tout simplement, parce qu'elle était dans une situation impossible de gestion des objectifs toujours accrus, multipliés, renforcés, avec des moyens toujours plus faibles. Bon. Voilà, alors ça c'est globalement, si vous voulez, le premier facteur qui me paraît signifier la première mutation socio-économique, un rapport nouveau au temps. Le deuxième, c'est un nouveau style de relation de travail et qui est remarquable au paradoxe qui le caractérise, puisque jamais le travail n'a été aussi collectif, par nature, objectivement, il est collectif, le réseau, etc., les interdépendances, les interconnexions, c'est à la fois la réalité et c'est aussi, d'une certaine façon, l'idéal. Jamais il n'a été aussi collectif objectivement et, dans le même temps, jamais le collectif ne s'est si mal porté. Il y a une déstructuration forte des collectifs sous des formes très diverses, mais qui aboutissent à une atomisation. Et l'une des explications, c'est évidemment des stratégies de management qui privilégient la performance individuelle, avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. Alors, il n'y a pas de collectif sans possibilité d'échange, bien sûr, de communication élémentaire. Et Nicole Aubert, qui est l'une des meilleures observatrices du monde du travail et du management en particulier, a écrit ceci qui me paraît très juste. Maintenant, on n'a plus le temps de discuter, d'écouter, d'échanger, de parler. Le lien social est perdu, dit un salarié. Et elle continue. Ce que je vois, c'est une déstructuration du collectif. Les collectifs se perdent parce qu'il n'y a plus le temps d'échanger, plus la machine à café, plus d'espace de dialogue inutile. Ce que j'observe, c'est une espèce de solitude, de distance, de non-intérêt et de non-implication. Voilà. Alors, c'est peut-être le trait est peut-être un peu forcé également, mais je crois que c'est représentatif d'une bonne part de la situation. Et à ces deux premiers facteurs s'en ajoute un troisième, savoir le style de plus en plus autonome du travail. Le style de plus en plus autonome du travail, un facteur qui est aussi paradoxal en termes de facteurs pathologiques ou pathogéniques, puisque l'autonomie dans le travail, c'est tout de même l'horizon rêvé. Et vous vous souvenez peut-être, les plus anciens d'entre vous, que dans les années 60-70, tous les regards étaient tournés vers la Suède, et en particulier vers les usines Volvo en Suède, qui avaient innové formidablement dans des équipes dites semi-autonomes. Et là, on disait, le bonheur règne, les salariés prennent les affaires en main, ils ont des objectifs, ils les réalisent. Bref, c'était une forme d'expérience presque yougoslave, d'autogestion dans un cadre capitaliste. Eh bien, c'est bien. Et effectivement, c'est une tendance qu'il faut encourager. Mais on s'aperçoit que les salariés vivent souvent cette autonomie assez mal. Et s'ils la vivent mal, c'est tout simplement parce que ils sont dans la situation et dans l'obligation de s'auto-évaluer en permanence. Et donc de se poser, beaucoup plus que par le passé, où ils étaient contrôlés de l'extérieur, en somme, de se poser la question, mais suis-je bon? Suis-je suffisamment bon? Suis-je véritablement performant? Et il en résulte un mouvement de déstabilisation qui, à la faveur d'autres facteurs qui peuvent être extérieurs au travail, finit par créer des pathologies avérées. Et
Oui, oui, il y a tout ça, et ce qu'on constate aussi, dans bien des cas, c'est que cette autonomie ne s'accompagne pas des moyens correspondants, c'est-à-dire des moyens de l'autonomie. On dit, soyez autonomes, très bien, mais attention, vous restez tout de même sous le contrôle des objectifs. À la fin du mois, on se retrouvera objectif au mois, objectif au trimestre, mais objectif quand même est déterminé de façon très rigoureuse. Voilà, alors pour conclure, j'évoquerai simplement la deuxième partie, le retour en grâce du travail aujourd'hui. Retour en grâce, excusez-moi. Le retour en grâce du travail. En effet, le travail, après une période de relative éclipse, revient, en somme, reprend place au centre du débat. Et ici, je donnerai trois illustrations. La revue Esprit des années 50, non, la revue Esprit de 2010, je ne l'ai pas là, mais qui consacre un dossier intitulé « Exister au travail, méconnu, méconnaissable, le travail aujourd'hui ». Donc, tout un dossier y est consacré. De son côté, le penseur italien Bruno Trentin souligne l'urgence de repenser le travail après Taylor. Et Gérard Haddad, dans un ouvrage intitulé Tripalium, bon, on voit bien, aborde la question de la satisfaction, ou plutôt de la jouissance que procure le travail. C'est dire un changement de perception, de mentalité relativement au travail. Et l'un des ouvrages qui se sont le mieux vendus sur le sujet au cours des 2 dernières années, c'est un ouvrage de Matthew Crawford, un intellectuel américain qui a décidé de quitter toute activité dans le think tank où il était employé pour devenir réparateur de motos. Réparateur de motos, et ça marche très bien, et il rapporte son expérience extrêmement enthousiasmante dans un ouvrage intitulé « Éloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur du travail ». Bref, le changement est en cours, y compris du côté des responsables syndicaux. Et oui, et c'est là qu'il y a d'une certaine façon la certification de la profondeur du changement actuel. Je citerai François Chérec, ancien patron de la CFDT, dans une enquête qu'il a menée et qui a été publiée sous le titre « Patricia, Romain, Naïla et les autres ». Et Chérec dit ceci: « N'ai-je pas une vision de leur situation, de la situation donc des travailleurs, plus négative que ces salariés, eux? C'est une leçon de vie, pour un syndicaliste comme moi, parfois enclin à noircir le tableau. » Autrement dit, là, le discours qu'il tient, c'est « Convenons que le travail a une réalité propre, et cette réalité n'est pas que négative, tant s'en faut. » Et un autre responsable cédétiste souligne que dans notre projet, le travail n'est pas seulement envisagé sous son aspect de contrainte, de source de mal-être, de souffrance, nous voulons aussi le traiter dans sa dimension positive, au travers des satisfactions qu'il peut apporter. Et alors, si on prend les journaux et les enquêtes, là, l'impression se trouve corroborée. Je vous donnerai simplement 2 ou 3 illustrations. Dans Le Monde, c'était en 2013, avril 2013, le retour de la valeur travail. Ici, toujours dans Le Monde,
la valeur travail reste épargnée par la crise. Et c'est intéressant, les 2 tiers des salariés affirment s'impliquer dans leur entreprise. Les 3/4 sont fiers d'y appartenir. Changement. Alors vous me direz, c'est à mettre au compte de la crise. Le travail devenant une denrée plutôt rare aujourd'hui, eh bien, on se serre les coudes dans l'entreprise. Il y a ça, bien entendu, qui joue, mais je ne pense pas qu'il n'y ait que ce facteur de critique en somme. Et alors, les statistiques sont très remarquables, puisque en 2012, 74% des actifs se déclaraient heureux ou très heureux dans leur travail. Étonnant, qui l'aurait cru. Mais en même temps, les mêmes se déclarent insatisfaits. Où l'on reconnaît bien un trait français. Il fallait bien, évidemment, on peut pas, le bonheur parfait n'existe pas pour nous. Donc, mais pourquoi? Alors ça, c'est une contradiction dans les termes, d'une certaine façon. Je ne crois pas, parce qu'en réalité, on est heureux, oui, mais on est insatisfait, sous-entendu, parce qu'on pourrait être encore plus heureux, si véritablement... Et alors, c'est lié aussi au fait que nous, les Français, ça a été établi par des comparaisons internationales, nous, les Français, nous accordons au travail une valeur, héritage sans doute de la culture chrétienne, chrétienne, parce que les protestants ne sont pas mieux, on accorde une valeur au travail qui est sans commune mesure avec la plupart des autres pays. Il y a une sorte de surinvestissement sur le travail. Voilà. Alors, on peut parler d'une certaine façon d'une reconsidération, peut-être même à certains égards d'une réhabilitation du travail. Et le plus remarquable, c'est que ceci concerne également la jeune génération, la fameuse génération Y ou Y, comme on voudra, et qui est assez largement sur cette même longueur d'onde. Le travail, c'est important. Et le travail, c'est important, même si le rapport au travail est en train d'évoluer vers une perception beaucoup plus souple que par le passé, avec là aussi, dans le fond, une sorte d'imaginaire de la précarité. D'une certaine façon. On s'engage dans un boulot, mais on ne s'engage pas définitivement. Il faut trouver l'équilibre entre le travail et le reste. Alors, comment tenir compte, comment s'expliquer le maintien de cette centralité du travail? Alors, dans ce bouquin, Dominique Méda, philosophe et sociologue, en 96, le travail, une valeur en voie de disparition. Elle disait, ben oui, le travail n'aura plus du tout la même place dans notre société et il va être remplacé par d'autres valeurs comme l'implication dans l'espace public, dans la vie publique, dans les associations. Bref, les gens vont s'éclater dans l'engagement redécouvert. Pour l'instant, l'évolution n'a pas confirmé ces vues. C'est le moins qu'on puisse dire. Le travail est toujours là. Alors pourquoi ? Je ne ferai que évoquer les raisons que j'ai creusées par ailleurs. La première raison qui vient à l'esprit et qui est évidente, c'est la raison économico-sociale. Bien sûr, on travaille parce qu'il faut travailler. Bon, il faut gagner sa croûte. Bon, c'est le gagne-pain, etc. Bon. Et, bien sûr, ça c'est une raison déterminante, mais ce n'est pas la seule. Certainement pas. Puisque quand on fait des enquêtes, on demande à supposer que vous puissiez vous arrêter de travailler. Le feriez-vous? Eh bien, plus de la moitié des gens disent non, certainement pas. C'est le signe que l'intérêt pour le travail n'est pas lié à la gratification externe, en somme. On a... faut avoir, alors, un terme lourd, un peu grossier peut-être, il faut avoir une approche intrinséquiste du travail aujourd'hui. C'est-à-dire, il est important pour lui-même. Il est important pour lui-même comme facteur de développement, comme facteur d'épanouissement. Et je suis très frappé, d'ailleurs, c'est une étude que j'ai menée par ailleurs, de constater que dans l'Église, puisque l'Église s'est intéressée au travail, il a fallu attendre pratiquement, et encore, il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on commence dans cet espace à se poser la question du statut du travail, en tant que tel.
Jusqu'alors, on parlait du travail en tant que facteur de sanctification, facteur d'avenir du côté du paradis, etc. Bref, le travail était défini par autre chose que lui-même, toujours sur un mode extrinsèquiste en somme. Il y a une évolution qui se produit, et on pensait le travail, si vous prenez Rerum Novarum et toutes les encycliques qui ont suivi, la question c'était pas celle du travail, mais celle du travailleur, de la condition du travailleur, du statut du travailleur. Bref, je ferme ma parenthèse. Voilà. Alors, la première raison est économico-sociale. La deuxième raison de persistance du travail, elle se situe sur le plan anthropologique à nouveau, dans la mesure où le travail apparaît en effet comme un langage, le langage par lequel les individus s'expriment, se définissent et s'autopositionnent dans la société. Alors là, bien sûr, il faudrait considérablement nuancer, disant mais tout travail n'est pas susceptible, vous les médecins du travail, vous le voyez mieux que quiconque, n'a pas le même potentiel d'épanouissement. Il y a des travaux qui sont détériorants physiquement, moralement, parfois même qui ont un côté avilissant, et ce ne sont pas d'ailleurs les plus... L'un des travaux les plus durs, à mon sens, c'est, les enquêtes l'ont confirmé, c'est celui de caissière. Caissière de supermarché, c'est presque l'horreur du travail. Alors vous me direz, oui, mais enfin, et dans les abattoirs que j'ai bien connus, dans le sud Finistère, chez Bigard et ailleurs, eh bien, dans les abattoirs, bien sûr, il y a des travaux qui sont très durs, des maladies posturales en pagaille, oui, mais on s'aperçoit qu'il y a là une culture du travail qui permet, en somme, de positiver le regard sur l'activité. Et je donnerai un exemple que j'emprunte à la sociologue du travail, Danielle Linhart. Danielle Linhart fait une enquête et elle est dans un abattoir, précisément, et elle s'aperçoit que lorsque c'est une équipe de femmes qui prend la succession des hommes à la boyauderie, il y a la boyauderie, vraiment le bagne, enfin, de l'abattoir, et lorsque c'est une équipe de femmes, systématiquement, elle jette le travail qui était entamé, qui n'a pas été achevé, on n'en veut pas. Motif, ce travail n'est jamais fait convenablement. Et nous voulons un travail parfait, y compris là. Et c'est ça qui donne pour elle, Linhart, et à juste titre, donne du sens au boulot. Et je crois, en effet, que tout travail, ce qui ne justifie rien, bien entendu, mais tout travail peut trouver du relief, peut trouver du sens à la faveur de l'initiative du salarié lui-même. Je prends un exemple tout bête qui m'a frappé. Dans le métro parisien, chauffeur de bus, c'est pas absolument exaltant, surtout maintenant, ça devient même un peu périlleux. Mais j'ai rencontré un chauffeur de bus qui, à longueur de journée, ou presque, chante dans son travail. Et il crée une ambiance formidable dans son bus, du côté de la Porte d'Italie. Formidable. Et lui, il avait l'air parfaitement épanoui. Il a créé, en somme, les conditions d'intérêt et d'épanouissement dans le travail. Alors, on dirait, bon, oui, mais c'est pas possible partout. Enfin, ça mérite, en tout cas, que le problème soit posé. Voilà. Et enfin, la troisième raison, dernière raison pour laquelle le travail demeure important, c'est une raison qu'on peut qualifier de sociétale, donc très générale. On n'a pas trouvé d'équivalent au travail pour universaliser les individus. C'est-à-dire pour leur permettre d'entrer dans l'espace public, se faire reconnaître dans l'espace public à part entière. La question, une anecdote aussi. Je reçois, il y a 30 ans à peu près, 25-30 ans, à Quimper, où j'habite, des collègues de Nantes. Et
La conversation se noue, et à un moment donné, l'une des femmes, qui est historienne du féminisme, très féministe elle-même, demande à mon épouse, « Mais madame, que faites-vous » La question qu'on peut s'autoriser, sans entrer dans l'intimité, n'est pas indiscrète. On touche la surface des choses. Et mon épouse dit la vérité, « Bien, écoutez, je suis à la maison, nous avons 3 garçons, et je les élève. » De cet instant, on ne lui a plus adressé la parole. Elle est comme si, elle me dit, c'est comme si j'étais passé dans une trappe. Je disparaissais, j'avais pas de travail, donc je n'existais pas, je ne faisais rien, j'avais pas d'intérêt en ça, voyez-vous. Et alors c'est tellement révélateur de cette fonction universalisante du travail, où on apparaît au regard de tous par le travail, où on disparaît lorsque il vient à faire défaut. D'où le retour là à toute la problématique de considération, de reconnaissance qui est si essentielle en particulier. Je dois dire qu'à la faveur quand même du développement du chômage, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on n'a plus le même regard disqualifiant sur les chômeurs. Mais il n'est pas certain que le vécu des chômeurs ait, lui, substantiellement changé. Voilà, quelques notations assez brèves et rapides pour attirer l'attention donc sur la situation actuelle du travail. Mais je crois en tout cas qu'il est temps de, après avoir tant insisté à juste titre, et continuer de le faire sur l'emploi, sur le travail dans sa définition économique, il est temps sans doute de repenser le travail pour lui-même et dans l'intérêt même des entreprises. On s'aperçoit que les entreprises où on a investi dans la réflexion sur le travail avec des conséquences pratiques éventuellement, eh bien les choses changent de façon substantielle. Le débat donc autour de la civilisation du travail est loin d'être clos et tant s'en faut. Je citerai pour conclure ma conclusion un mot que j'aime bien de Joseph Conrad dans son roman largement autobiographique Au cœur des ténèbres, où Conrad dit ceci: « Je n'aime pas le travail. Nul ne l'aime. Mais j'aime ce qui est en lui l'occasion de se découvrir soi-même. » Et ça, cette fonction d'auto-révélation, en somme, d'auto-épanouissement et d'auto-constitution reste essentielle. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elle soit offerte, cette occasion, au plus grand nombre. Merci.